Bonjour. Je vous propose de débuter. On va avoir des arrivées un peu au long cours pour tenir le planning. Donc Emmanuel Afonso, administrateur d'Excel, directeur général de Papillon Blanc 76. Je suis très heureux d'animer cette table ronde avec cette thématique de développement durable qui nous a un peu accompagnés. Je pense que vous l'avez vu depuis 2 jours, quasiment à chaque plénière et chaque atelier. Même par Monsieur le Ministre, hier après-midi, ça a été abordé. Donc, il me paraissait important au niveau de Nexem de caler un temps sur cette table ronde, sur un sujet passionnant parce que, pour tout vous dire, avant de commencer la table ronde, le débat était déjà lancé, donc je ne doute pas que l'heure va être animée. On a le plaisir d'avoir 4 invités très complémentaires, 2 avec un profil peut-être plus institutionnel, 2 avec peut-être une ouverture plus macro, et c'est aussi le sujet, c'est qu'on ne reste pas en silo dans le secteur sur cette thématique-là. Donc je vais les présenter par ordre. Donc on a monsieur Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP. Je vais dire ce qu'est l'ANAP, parce que des fois c'est... Voilà. Il y a besoin que je vous rappelle ce qu'est l'ANAP pour les... Allez-y. Non, pour les dirigeants du médico-social, il n'y a pas besoin. Hein. Je vous garantis. Bon, mais si, je vais le refaire quand même. C'était pour montrer la popularité de la maison. Donc l'Agence nationale de... Bonjour à tous, merci à Nexem de l'invitation. Bon, l'Agence nationale d'appui à la performance, agence publique d'expertise et de conseil, qui accompagne les établissements par des productions, par de l'appui terrain, par des bonnes pratiques, et qui est à l'initiative d'un dispositif que vous adorez tous, qui s'appelle le tableau de bord médico-social, que vous connaissez tous, et dont j'aurai l'occasion de reparler, que vous adorez tous, et dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure. Et en complément, j'ai noté au niveau de l'ANAP qui accompagne les professionnels de la santé et du médico-social dans l'évolution de leur organisation afin d'améliorer le service rendu à tous de manière durable et responsable. On va peut-être sortir des tableaux de bord dans la table ronde. On a donc à votre droite, donc on a monsieur Yannick Blanc, vice-président de la Fonda, laboratoire d'idées du monde associatif, mais pas que. Voilà, il nous dira tout ça. On a alors là, attention, c'est long. Frédéric Bedos, productrice et réalisatrice, fondatrice de l'ONG d'information Le Projet Imagine, une ONG qui est reconnue par les Nations Unies en 2017, donc ce qui est assez rare. Là, voilà, qui aura un spectre d'intervention aussi très très large. Monsieur Perrin à ma gauche, directeur général de la FEA, vous connaissez la FEA, Fédération du sanitaire, social et médico-social, voilà, un partenaire privilégié au niveau de Nexem. Pour lancer le débat, on est parti. Première question, Frédéric Bedos. Allez. Comment les structures, à votre avis, de notre secteur peuvent au quotidien intégrer les impératifs, mais aussi les opportunités qui représentent les nouvelles exigences qui émergent dans notre société en termes de développement durable? C'est-à-dire, est-ce que notre secteur peut rester à part de ce sujet de société ou est-ce qu'il peut vraiment s'en emparer? Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là déjà. Ravie parce qu'en fait, avec le projet Imagine, cette ONG d'information que j'ai fondée en 2010, j'ai pour mission notamment de mettre en lumière ce que j'appelle les héros humbles du monde entier, des hommes et des femmes qui sont en première ligne, qui mettent les mains dans le cambouis tous les jours pour essayer de faire en sorte que ce monde soit viable. Alors j'ai l'impression que c'est exactement ce que j'ai en face de moi, c'est des hommes et des femmes qui sont sur le front, qui sont en première ligne et qui réellement font en sorte que chaque jour ce soit viable. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais vraiment dire, c'est d'abord vous rendre hommage. Et c'est pour ça que je suis tellement contente d'être là. Déjà, merci à vous. Ensuite, quand on dit est-ce que ce secteur est-ce qu'il doit intégrer les exigences nouvelles du développement durable, moi, ma lecture en tout cas, c'est que c'est ce que vous faites déjà tous les jours depuis tellement longtemps. C'est-à-dire le développement durable, souvent dans l'esprit des gens, c'est souvent lié essentiellement aux questions écologiques. Mais en fait, pas du tout. C'est une vision beaucoup plus large qu'ont développé les Nations Unies dans la fameuse feuille de route des 17 objectifs de développement durable. Il y a évidemment des questions d'environnement, d'écologie, mais il y a aussi toutes les questions autour du vivre ensemble, autour de l'inclusion, autour de l'éducation, autour de la santé.
Et derrière cette acception de la santé, c'est vraiment une vision ambitieuse, une vision très large, d'ailleurs défendue par l'OMS. La définition de l'OMS pour la santé, c'est vraiment la santé physique, mais aussi mentale, psychique, psychologique. Et donc ça suppose aussi d'avoir un environnement qui permet d'être en santé. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que ma lecture à moi, c'est de me dire, l'ère que nous sommes en train de vivre, c'est l'ère de la fragilité. Nous sommes en train collectivement de découvrir, de prendre conscience que nous sommes fragiles. Que chacun de nous sommes des êtres fragiles. Cette fragilité est une condition intrinsèque de notre humanité, quel que soit notre parcours, notre situation. Et nous sommes appelés à être de plus en plus fragiles, ça va avec la vieillesse, etc. Donc voilà, ça fait vraiment partie intrinsèque aussi de notre chemin de vie. Et nous vivons sur une petite planète qui, elle aussi, est éminemment fragile. Et nous dépendons d'écosystèmes, d'équilibres qui sont extrêmement fragiles. Donc nous prenons conscience, enfin, de cette grande vulnérabilité. Or, c'est pas simple de se réconcilier avec cette notion de fragilité et de vulnérabilité dans une société qui prône toujours plus de compétitivité, de performance, etc. Alors, déjà tout à l'heure, on a fait un débat avant le débat où on a beaucoup parlé de la notion de performance. Donc tout à l'heure, je suis sûre que je lance des perches là. Ça va sans doute faire l'objet de réactions. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que ça questionne la manière dont on appréhende le monde qui nous entoure et notre implication dans ce monde. Quelle valeur on donne à tout ce que l'on fait pour être au service de la solidarité. Et là-dessus, là aussi, je mets les pieds dans le plat. En fait, je pense qu'on mesure le degré de civilisation d'une société à sa capacité à prendre soin des plus faibles, des plus fragiles. Donc, là aussi, voilà, est-ce qu'on va continuer d'essayer de mettre cela en priorité ou est-ce qu'on va mettre d'autres choses en exergue? C'est aussi une question de développement durable dans son sens large. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Mais pour moi, en fait, vous êtes véritablement déjà des guerriers du développement durable tous les jours parce que vous essayez, avec un environnement de plus en plus contraint, avec beaucoup de courage et d'abnégation, parce que c'est pas simple, et bien vous essayez de tenir tous les bouts pour faire en sorte que personne ne soit sur le bord du chemin et reste à la marge. Donc voilà, merci encore. Merci. Pour faire une navette, peut-être Monsieur Perrin, justement pour l'aspect plus fédération, mais voilà, votre vision un peu sur cette notion de développement durable, comment nos adhérents respectifs et comment le secteur peut s'emparer de cette question-là. Est-ce qu'on peut rester en dehors ou pas? Alors, rester en dehors, certainement pas. D'abord parce que ça nous oblige tous en tant que citoyens, et probablement aussi parce que notre secteur, justement, qui est le secteur de la solidarité, puisque nous sommes des acteurs non lucratifs. Alors pour la FEAP, c'est un tout petit peu différent d'IXEN, puisqu'on a également le sanitaire et les EHPAD, mais c'est quand même le même esprit. Nous sommes des acteurs solidaires parce que nous agissons vis-à-vis de populations fragiles, vis-à-vis de populations malades, vis-à-vis de populations en perte d'autonomie, et solidaire aussi parce que notre gouvernance est désintéressée. Et cet élément est très fort. Donc nous sommes totalement la société civile ancrée dans son tissu, ancrée dans sa mission de solidarité, donc ça nous oblige tous. Les moyens ensuite sont un peu différents en fonction de ce qu'on est. Et à la FEAP, vous pouvez avoir un très très gros hôpital de 500 lits, et vous pouvez avoir un IME de 30 places. Et donc tous les intermédiaires sont possibles, et les leviers sont différents. Quand vous êtes un gros établissement, votre empreinte carbone, elle est très forte. Parce que vous avez à la fois l'énergie, chauffage, etc., mais les blocs opératoires, le laboratoire, tous ces éléments-là qui coûtent de l'énergie, qui sont très onéreux, et donc qui laissent une empreinte carbone très forte. Sans oublier tout ce qui est dispositifs médicaux
tout ce qui est médicaments. Alors là, pour le coup, ce n'est pas l'opérateur lui-même qui a la main, mais indirectement, c'est une empreinte carbone très très forte, beaucoup plus forte même que le coût de l'énergie. Et donc, les opérateurs ne peuvent pas ne pas s'intéresser au sujet. Par contre, ils n'ont pas forcément tous les leviers, puisque un directeur d'hôpital, lui, il pourra agir sur sa dépense énergétique, il pourra agir sur son investissement, de façon à être beaucoup plus isolé, mais il pourra plus difficilement agir sur ses médicaments et ses dispositifs médicaux, sauf à choisir ses fournisseurs en fonction de leur action. Si on va maintenant vers une toute petite structure, que vous connaissez beaucoup mieux, puisque c'est globalement vous qui êtes majoritaire sur ce terrain-là, l'initiative est beaucoup plus locale, beaucoup plus facile, puisqu'elle est beaucoup plus près du terrain, mais peut-être qu'elle aura moins d'empreintes, puisque les leviers pour agir, quand on est une petite structure, surtout si c'est une association mono-établissement, on a moins de leviers, on a moins de moyens, on a moins de trésorerie, et donc si c'est pour porter un grand projet, ce sera beaucoup plus difficile. On pourra faire des actions de proximité qui sont importantes, mais qui ont un intérêt à agir sur les économies d'énergie, qui ont un résultat sur les économies d'énergie beaucoup moins notable que les grosses opérations d'investissement, par exemple. Donc tout est possible, tous les intermédiaires sont possibles, aucune action ne doit être empêchée, mais tout dépend de la taille et de l'intérêt à agir. Un directeur, par exemple, son intérêt à agir, c'est que, d'abord, il y a des critères CR qui s'imposent, il y a la loi Egalim, il doit l'appliquer, et ça concerne tout le monde, et puis il sait que l'ARS va lui imposer des projets, quitte à l'aider, puisqu'il peut y avoir des aides à l'investissement. Donc ça, le directeur, il a cet intérêt à agir. Il a aussi cet intérêt à agir sur les recrutements, puisque la jeune génération ne va pas, ou ne reste pas dans les structures si elle n'y sent pas un intérêt sur ce sujet-là. C'est très important. On sait tous qu'on a du mal à recruter, et on sait que la jeune génération est très sensible au sujet. Donc rien que ça, ce sont des intérêts à agir pour le directeur. Et puis il y a aussi des économies d'énergie qu'il peut avoir. Les professionnels eux-mêmes, leur intérêt à agir, il est du fait d'être dans une structure dont ils partagent les valeurs et dans lesquelles ils se sentent à l'aise et donc ils se sentent investis. La troisième personne concernée, c'est les personnes soignées et accompagnées. Et là, c'est plus différent. S'il s'agit de malades hospitalisés, leur préoccupation est tellement leur santé et leur durée de présence dans l'établissement tellement courte qu'ils ne partageront pas l'intérêt à agir. Leur sujet n'est pas là. Ils viennent dans la structure, mais ils ne restent pas. Par contre, si on va dans le médico-social et dans le social, là, les personnes peuvent manifester leur intérêt à agir par l'intermédiaire des CVS, par l'intermédiaire de leur présence, et plus ils sont présents longtemps, je pense en particulier aux structures pour enfants et adultes handicapés, plus leur intérêt à agir peut se manifester et se manifeste, quitte à parfois interpeller les professionnels et les directeurs. Avec la difficulté que les personnes âgées ont du mal à le manifester, ça peut être les familles qui le font, et les personnes en situation de handicap ont des capacités différentes, diverses à manifester. Quand il s'agit de handicap cognitif, par exemple, c'est un peu plus délicat. Mais plus on va dans le médico-social, plus il y a une convergence de tous les acteurs, à la fois gouvernance, professionnelle et personnes concernées à agir, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le sanitaire. En tout cas, tout le monde est concerné. Monsieur Blanc, sur la vision peut-être plus macro, peut-être sur cette prise de hauteur un peu du secteur, votre regard justement sur est-ce que le secteur s'est un peu emparé de cette question ou on est au début un peu sur le développement durable? On est à la fois au début et en même temps, la notion de développement durable, elle est déjà devenue insuffisante. Je m'explique. L'adoption des objectifs de développement durable par les Nations Unies en 2015 est une formidable percée, une formidable innovation. Pourquoi? Parce que les ODD, ce n'est pas un traité international, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une loi, c'est un cadre d'action collective, systémique. Et ce cadre d'action, il est négocié par des diplomates au niveau mondial, il traite de questions qui sont des enjeux de taille mondiale, et ce cadre d'action, il est adaptable et utilisable à toutes les échelles d'action à la fois.
C'est-à-dire qu'on peut se fixer des indicateurs d'atteinte des ODD quand on est un État, une multinationale, un établissement local, une commune, une association. Donc cette façon d'organiser l'action collective en mettant à la disposition de toutes les échelles d'acteurs un outil de partage des objectifs, de langage commun, plutôt que de fixer une norme qui s'impose aux uns et aux autres, c'est une façon d'agir qui est vraiment très novatrice. La deuxième chose, c'est que c'est la vision systémique. C'est-à-dire, personne n'est limité à un seul des objectifs de développement durable. Ce que le tableau des ODD vous invite à faire, c'est s'il y a un des objectifs qui est votre cœur de métier, c'est vous demander comment votre activité a des conséquences sur les 15 autres objectifs de développement durable. Pourquoi je dis les 15 autres? Parce que vous avez 16 objectifs, et puis vous en avez un 17e qui vous dit, si vous voulez être capable d'obtenir des résultats sur les 16 objectifs de développement durable, il faut développer des partenariats. Donc tout ça, c'est une vision de l'action collective qui est profondément novatrice, qui a transformé notre façon d'envisager la contribution de chacun à des enjeux qui sont des enjeux planétaires, et ça, c'est un levier d'action formidable. Ce qui est aujourd'hui plus contestable dans la notion dans la représentation qu'on se fait des ODD, c'est que la notion de développement durable, qui a été élaborée en 1992, il y a donc déjà 30 ans, la notion de développement durable, elle a le défaut de nous laisser à penser que le changement de régime de nos activités par rapport à leur impact environnemental, ce changement est quelque chose qui va être très progressif, et que le changement de paradigme, le changement de modèle interviendra à l'issue d'un processus de transition. On a tous usé et abusé de la notion de transition en se disant que le moment où tout aurait changé était un moment situé dans un avenir lointain. Eh bien, cette vision des choses, elle est désormais caduque. Nous ne sommes pas, en ce qui concerne les enjeux écologiques et les enjeux sociaux, dans un contexte de transition, d'évolution, de transformation progressive, nous sommes dans un contexte de rupture. Nous sommes en situation de rupture. La crise climatique, elle est là. Nous sommes dedans. Elle n'est pas pour demain. Contrairement à ce que la façon dont nous nous sommes représentés les choses pendant longtemps nous l'a laissé croire. La crise de notre système sanitaire, la crise de notre système social, elle est là. Les difficultés de recrutement, elles sont là, le problème du modèle économique des établissements, le problème de la cohérence de la prise en charge des personnes vulnérables, les conséquences du vieillissement démographique se font et vont se faire sentir de façon massive. Et donc moi je souhaite attirer l'attention sur le fait qu'on peut à la fois adopter l'approche méthodologique des objectifs de développement durable, mais que la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que nous devons agir dans l'urgence en faisant en sorte que nos actions d'urgence s'inscrivent dans une perspective de long terme. Est-ce que vous pourrez chauffer vos établissements cet hiver ? Est-ce que vous pourrez avoir dans vos établissements une température adaptée aux personnes que vous accueillez et puis équilibrer votre budget et respecter des directives qui vont être données au niveau national de baisser la température partout. Ça, c'est la question qui se pose tout de suite à vous, là, ces semaines-ci où vous allez commencer à organiser la saison hivernale. Et les solutions que vous allez adopter tout de suite et celles que vous allez envisager, vous devez, dans toute la mesure du possible, les inscrire dans une vision de long terme et donc raccrocher les mesures d'urgence avec une perspective de type objectif de développement durable. C'est dire que pour vous, pour chacun d'entre nous, quel que soit son secteur d'activité, la pression est extrêmement forte et que nous allons avoir besoin de méthodes de mobilisation collective qui soient à la hauteur de l'intensité de ces enjeux. Oui, la pression, on la sent dans le secteur. Sur justement, il y a un atelier dans cette salle, ça parlait des entreprises à mission, et il y avait un débat sur la comptabilité créé il y a une vingtaine d'années avec un système plutôt américain qui venait ensuite en Europe, et sur notre secteur, et on va atterrir sur la nappe, sur justement cette mesure, ces indicateurs en termes de développement durable dans le secteur. On a été beaucoup sur des indicateurs, mais plutôt financiers. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on transforme finalement les plus-values de ce qui se fait en termes au niveau qualitatif
et voir un peu peut-être les travaux et la philosophie de la NAP sur ce sujet, qui n'est pas la NAP que des indicateurs financiers. Non, merci à nouveau de l'invitation. Non, bien sûr, les indicateurs ne sont pas que financiers, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, même si pour moi il n'est pas choquant de parler d'économie dans un secteur socialisé qui est financé par notre argent collectif. J'y reviendrai. Le rôle de la NAP, et vous tous dans la salle, c'est pas forcément toujours de voir le monde comme on voudrait qu'il soit de façon théorique et magnifiée, c'est de gérer le quotidien. C'est de gérer le monde tel qu'il est. Comme le disait Jean Jaurès, aller à l'idéal et comprendre le réel. Votre rôle, c'est d'être dans le réel. Et le rôle de la NAP, c'est de vous accompagner au mieux dans le réel. De sorte qu'il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Certes, le sens de nos métiers, du sanitaire ou du médico-social, c'est bien sûr de soigner les plus fragiles. Donc c'est un métier, bien sûr, qui a une connotation, même une dimension, un sens social, durable, évident. Une fois qu'on a dit ça, il faut en même temps regarder la réalité en face, plutôt que se payer de mots. Le secteur sanitaire et le secteur médico-social sont très en retard dans les méthodes de performance durable. Que ce soit sur les aspects écologiques, ou que ce soit sur les aspects managériaux et de pilotage des humains. C'est ainsi. C'est donc un paradoxe qu'il faut connaître quand on parle du sujet, c'est que, certes, on est sur de l'humain et sur de la fragilité, mais en interne, dans nos managements, dans nos façons de piloter, de penser, c'est une erreur et c'est faux, et ça n'est pas lié au terrain, que de dire que nous avons en tête ces éléments de développement durable. Et ça n'est pas une critique de ma bouche, je suis dirigeant du sanitaire et du médico-social, j'ai fait votre métier dans des structures médico-sociales et je l'ai fait dans des structures sanitaires. Ce faisant, le sujet pour nous, et vous l'avez bien dit monsieur, c'est comment est-ce qu'on essaye désormais de véritablement prendre ces éléments de développement durable dans nos pratiques quotidiennes et dans nos projets quotidiens. Donc à la question, avec ou sans le secteur avec ou sans le social, la réponse est avec. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, aujourd'hui il y aurait un paradoxe total, un malentendu total ou même une contradiction totale, alors qu'on est chargé d'accompagner les plus fragiles, de prévenir ou de réparer les effets sur la santé, ne pas s'occuper, ne pas mettre en tête de gondole les sujets de développement durable, serait faillir à nos missions. Donc oui, ce sujet doit devenir, vu de la NAP, un des sujets de performance des établissements premiers. Un des sujets de performance premiers. Une fois que ce sujet est posé, la question, juste une seconde, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en avance? Pas à peine de se battre la coulpe pendant des années ou des heures. On n'est pas en avance parce que le quotidien, la continuité des soins, la continuité des prises en charge, les exigences réglementaires, les exigences statutaires sont tellement lourdes que finalement il est extrêmement compliqué pour un dirigeant de se projeter dans le très long terme quand il a une telle urgence du quotidien à gérer. Et là où je vous rejoins, M. Blanc, c'est que le momentum que nous vivons, l'ère que nous vivons là, lié aux crises, font que les sujets de court terme peuvent être alignés avec des sujets de long terme. Et que donc, travailler sur sa performance énergétique de court terme, c'est à la fois répondre à une situation économique aussi, interne pour vos établissements. Donc, la NAP organise dans quelques semaines une webconférence sur le sujet des choses à mettre en place rapidement pour des économies d'énergie. À la minute où je vous parle, il y a presque 4000 inscrits. 4000 inscrits. Preuve que ces sujets du quotidien, on peut les attraper maintenant et avec une dimension de long terme. Idem sur le management et sur le management durable. La crise qu'on vit, c'est plus qu'une crise simplement de salaire, mais vous le savez bien, c'est une crise globale d'attractivité, de concurrence des métiers. Et si la situation de l'emploi en France s'améliore, cette crise de l'attractivité, elle va s'amplifier. Elle va s'amplifier parce que nous avons des métiers à sujétion, à contrainte. Qui a envie d'avoir un métier à sujétion quand à côté il y a des métiers sans sujétion particulière? Qui a envie de faire des week-ends quand à côté il y a des métiers sans week-end de travailler? Personne. Donc il va falloir être encore plus innovant, encore plus performant. La performance n'étant pas qu'économique, j'invite chacun
qu'il soit dans la salle à relire la définition de ce qu'est la performance, c'est le résultat le meilleur. Il n'a jamais été dit que c'était le résultat économique le meilleur. C'est le résultat le meilleur, la performance. Et donc, je pense qu'il va vous falloir et nous falloir, nous à l'ANAP, rivaliser d'imagination pour justement et d'idées pour vous accompagner sur des modes de management. Et quand l'ANAP travaille sur l'innovation collaborative, le design thinking, sur des méthodes nouvelles de management, plus de participatif, c'est parce que vous nous dites que vous en avez besoin et que même si la taille des structures n'est pas très importante, vous avez du mal à mettre en place ces choses qui peuvent exister dans d'autres structures. Donc, je rejoins l'idée que le moment est important. Mon rôle étant d'accompagner, moi je ne peux pas vous dire qu'il faut faire une rupture tout de suite. Parce que dans vos établissements, faire une rupture, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc moi mon rôle, c'est de dire que oui, maintenant, ce sujet doit être dans vos priorités absolues, que ça rejoint la question de l'attractivité, que ça rejoint les questions de management, que ça peut rejoindre en même temps les questions économiques, et que, comme l'a dit, je crois, Antoine, ce sont aussi des questions d'attractivité pour des générations qui ont ce sujet peut-être encore plus au clair que des générations précédentes. Donc, oui, ce sujet, il doit devenir au cœur de vos préoccupations, avec méthode et avec force, parce que pour gérer des secteurs à fragilité, il ne faut pas être fragile soi-même. C'est plus sympathique de se dire que... voilà. Mais la réalité, c'est qu'il faut que nous soyons forts. Et en ce sens, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, la masse critique pour attraper tous ces sujets, elle est indispensable. La taille des structures. Comment attraper tous ces sujets, plus la gestion du quotidien, dans des structures à taille réduite? Parce que c'est des vraies compétences. Alors l'État a mis en place des choses, on pourra en parler tout à l'heure, mais cette question de la masse critique et des compétences disponibles pour faire ces sujets-là n'est pas anodine. Madame Bedos, sur cette notion de transition, de rupture, vous en pensez quoi? On est encore en accompagnement dans cette transition, on est déjà passé après? Non, je partage l'urgence. C'est clair que c'est la rupture. Je crois qu'on est tous en train de se réveiller après un été qui nous a bien montré que c'est plus à l'autre bout du monde, c'est ici. Hein. Et donc maintenant, on est en train de réaliser qu'on est effectivement tous des petits humains sur une même petite planète, donc on est tous dans le même bateau. Et en fait, on voit bien là, dans ce premier tour de table, on a des notions qui viennent entre force et fragilité. Vous venez de dire il faut être fort pour s'occuper des fragiles. Et donc j'ai envie d'y revenir juste un instant parce que je persiste et je signe. Nous sommes tous des êtres fragiles, tous. Et simplement, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de s'organiser pour être fort, pour pouvoir pallier à ces fragilités. Et c'est là où c'est très beau, c'est qu'en fait, c'est que par des maillages de l'interdépendance, la feuille de route des ODD, des objectifs de développement durable tels que l'ONU les a dessinés, c'est justement ça qui est mis en lumière, c'est cette interdépendance, c'est les vases communicants, et c'est exactement en miroir avec la manière dont la nature fonctionne, la résilience vient des équilibres entre que des écosystèmes fragiles, mais ensemble, tout cet équilibre fait une énorme résilience. C'est ce qui fait que pendant toutes ces années, on a cru que la nature était forte, etc. Et puis en fait, on se rend compte que dès qu'on détricote, alors c'est éminemment fragile. Et je crois qu'il faut vraiment voir ça comme un exemple par rapport à nous, en tant qu'êtres humains. Nos sociétés sont très fragile si on commence à détricoter tous les équilibres et l'interdépendance. Donc c'est véritablement en faisant en sorte d'avoir une société où on est vraiment solidaires les uns des autres qu'on va pouvoir faire face. Donc c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir justement gérer toute cette fragilité au quotidien. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que dans une société qui prône la performance et la compétitivité, et j'entends bien ce que vous dites quand vous parlez de performance, au-delà de la performance financière, je suis bien d'accord, et en même temps j'attends encore les outils, les indicateurs qui vont permettre vraiment de valoriser cette performance humaine, cette performance qui est au-delà donc du PIB, de tous les indicateurs financiers, etc. Celle aussi qui permet de mieux prendre en compte les externalités et donc tout ce que l'on pollue, etc. pour voir vraiment à la fin du compte le résultat, qu'est-ce que ça donne. Et si effectivement nous voulons valoriser
le caractère utile des métiers qui véritablement viennent construire le bien commun, alors il va falloir revoir aussi la grille des salaires, me semble-t-il. Je me souviens qu'il y a une bonne dizaine d'années, j'étais tombée sur une étude qui avait été faite par des sociologues anglais, qui était extraordinaire parce que véritablement, ils avaient de manière très factuelle été étudier les grilles de salaire selon le type de métier, etc. Et ils démontraient à quel point la plupart des métiers qui sont les plus utiles à la société, qui permettent à la société d'être résiliente, d'être humaine, d'être solidaire, et qui donc vraiment viennent nourrir le bien commun, eh bien, sont souvent les moins bien payés. Et puis ceux qui ont des salaires, voire même mirobolants, non seulement souvent contribuent très peu au bien commun, mais même, voire même détruisent le bien commun. Il donnait l'exemple des conseillers fiscaux en disant parce qu'eux, en plus, quand ils réussissent à faire en sorte que leurs clients payent encore moins d'impôts, donc ce qui veut dire qu'en fait, vraiment, ils détricotent la solidarité nationale. Donc vous voyez, je crois qu'il y a vraiment des questions de fond à se poser au niveau de qu'est-ce qui est vraiment valorisé, qu'est-ce qui est vraiment, qui génère de la valeur pour tous, et du coup générer de la reconnaissance. Moi, j'ai une ONG d'information, donc c'est aussi quelle image on donne de ces métiers pour les rendre plus attractifs, pour faire en sorte effectivement que beaucoup d'hommes et de femmes aient envie de s'engager dans ces métiers. Je crois qu'on est au moment où, évidemment, tout ça est très tendu, cette pression, vous la sentez tous les jours, et en même temps, j'espère, en tout cas, on est à la croisée des chemins, parce qu'on voit bien que dans toute la société, les hommes et les femmes cherchent plus de sens, du sens à leur action au quotidien, à leur métier, et notamment les jeunes, qui véritablement, même quand ils sortent des grandes écoles, ne veulent pas forcément aller dans les voies toutes tracées du succès et même des gros chèques à la fin du mois. Ils cherchent quand même, ok, à quoi ça sert que j'aille à vélo tous les jours pour aller finalement occuper un poste qui va foutre en l'air la planète. Vous voyez, donc ils commencent vraiment à être totalement conscients de ces paradoxes. Or, encore une fois, les métiers du social, du sanitaire, du médico-social sont vraiment ceux qui sont éminemment porteurs de sens. Donc je crois qu'ils peuvent être attractifs, mais il faut vraiment qu'il y ait reconnaissance, salaire, qu'il y ait tout ça qui se mette en ordre. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça, d'un coup de baguette magique, évidemment que non, mais il y a comme on voit bien que tout ça est en train de manière systémique d'émerger, et donc peut-être que ça peut opérer la bascule. En tout cas, il y a urgence. La maison brûle, il faut qu'on arrête de regarder ailleurs, comme disait un certain Jacques Chirac il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pendant que la maison brûle, en termes d'organisation et pour aller vers cet objectif, on a là un panel d'adhérents très différents, et souvent la question qui se pose, c'est par où commencer. Il y a des degrés de maturité qui sont très différents sur cette porte d'entrée. Vous, Monsieur Perrin, l'organisation, vous pensez, pour pouvoir atteindre cet objectif assez rapidement, ce serait quoi ? Alors, pour répondre, je vais m'inspirer de mon parcours professionnel, puisque j'ai démarré ma vie comme chirurgien à l'hôpital public. Donc j'ai travaillé dans une très grosse structure, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, puis ensuite dans une structure hospitalière un peu moins grosse, mais quand même assez grosse, c'était un gros hôpital, c'était l'hôpital du Mans. Et puis ensuite j'ai été directeur d'agence régionale, donc j'ai eu le rôle d'autorité de tarification et de contrôle, avant de diriger une association sanitaire, médico-sociale et sociale, dont une partie d'ailleurs était adhérente d'Exem. Donc j'ai un regard qui couvre un peu tout ça. Ce que je constate, c'est que autant sur le sanitaire, alors là pour le coup je parle d'organisation pour la qualité de ce qu'il fait, autant pour le sanitaire, il est indispensable de regrouper les activités, puisqu'on ne fait bien que ce que l'on fait beaucoup et à plusieurs. Et un chirurgien qui fait 3 vésicules par an n'est pas aussi bon, même si c'est une très belle personne qui connaît bien son métier, que quelqu'un qui en fait 150. Donc il faut des équipes regroupées, il faut des équipes qui ont beaucoup d'activités pour être bon. L'activité n'étant pas le seul critère, mais ça fait partie des critères. Donc sur l'hospitalisation, il était important, le mouvement qui a été opéré pendant les 30 dernières années, il a été très important de regrouper, de supprimer les petits blocs opératoires à 2 salles, de regrouper les activités, de regrouper les équipes, quitte à les éloigner de la proximité. On ne va pas à l'hôpital tous les jours, de façon à ce que, lorsqu'on va à l'hôpital, on y va avec l'assurance d'avoir une très bonne qualité de ce qui se fait. Donc
ça, c'est très important d'avoir des hôpitaux de certaines tailles critiques. Certaines tailles critiques, mais pas trop quand même. On voit que les énormes CHU ont beaucoup plus de mal à réagir. Et j'en viendrai au sujet sur le développement durable. Dans le médico-social et dans le social, c'est complètement différent. Il faut absolument qu'il y ait et qu'on garde des structures de taille humaine en proximité, réparties sur l'ensemble du territoire. Donc ce n'est pas du tout le même raisonnement à avoir sur le médico-social et social. Et les ARS, comme les départements, le savent et ne demandent plus à ce qu'on regroupe, parce qu'ils l'ont demandé à un moment, à ce qu'on regroupe des EHPAD à 300 lits ou des structures trop grosses. Il faut absolument qu'il y ait cette proximité. Ce qui ne veut pas dire quand même qu'il faut des IME à 10 places. Il faut des IME qui soient un peu conséquents en taille, mais une taille quand même humaine. Mais attention, ça signifie quand même qu'au niveau de la direction et de la gouvernance, on raisonne différemment. Puisque une association mono-établissement ou mono-service avec 15 salariés ne peut pas avoir les mêmes capacités à agir qu'une association avec 300, 400 salariés. Puisqu'à partir du moment où on a une certaine taille critique, on a une direction générale, on a des fonctions support, on a des compétences particulières, et un directeur avec toute la qualité qu'il peut avoir, avec toutes les compétences qu'il peut avoir, avec toute la générosité qu'il peut avoir, s'il est équipé d'un couteau suisse et qu'il doit en même temps être compétent en droit social, en finance, en qualité, en système d'information, en investissement et j'en passe, eh ben, il n'aura pas la capacité à agir. Et l'autorité ne la lui reconnaîtra pas. Si je vous dis ça, c'est que quand je dirigeais cette association, on a repris des petites associations mono-établissements, dont le projet était à l'arrêt, parce que la direction isolée n'avait pas la capacité à agir, malgré ses qualités. Le conseil d'administration ne trouvait pas les moyens de se renouveler, donc de relancer une dynamique, et à partir du moment et l'autorité de tarification et du contrôle, que ce soit l'ARS ou le département, ne voulait pas de cet interlocuteur petit, donc ne voulait pas investir. Sur tout ce qui est développement durable, un élément majeur, c'est d'investir dans l'isolation, dans la réfection des bâtiments, qui en plus permet d'améliorer la qualité du service rendu, puisque avec les bâtiments modernes et plus adaptés, donc tout est lié. À partir du moment où on a repris ces petits établissements, on a trouvé en face de nous des interlocuteurs ARS, départements qui nous connaissaient, qui nous reconnaissaient, parce que quand j'arrivais, ce n'était pas ma personne qui comptait, c'était le fait que j'avais des compétences avec moi, c'est le fait que j'avais une gouvernance qui était solide, renouvelée avec moi. Et à ce moment-là, on a pu déclencher des plans de restructuration, des plans d'investissement. En plus, une grosse association, on a en général plus de trésorerie de capacité. Tout ça pour vous dire qu'au niveau du développement durable, il faut se poser la question, et le small n'est pas beautiful. Le small, je parle de personne morale, je ne parle pas de structure de proximité. Et il faut, et ça pour le coup c'est un discours qu'on assume très clairement à la FEAP, sur ce sujet comme sur les autres, mais en particulier sur le développement durable, les capacités à agir dépendent de la taille de la personne morale. Et une petite personne morale est très handicapée pour agir, comme une très très grosse personne morale, pour d'autres raisons, parce que c'est vraiment avec pas beaucoup de mal à bouger, est très handicapée. Donc on a la chance d'avoir un modèle souple, réactif, et la capacité à s'organiser avec des tailles critiques, j'ai envie de dire moyennes, qui sont capables d'agir, et peut-être plus vite que les autres, sur ce sujet du développement durable. Pour rebondir sur le sujet, M. Pardot, et puis après M. Blanc, sur cette notion... C'est pour le faire en stéréo. Oui. Pas un mot à retirer à ce qu'a dit Antoine Perrin sur la notion de masse critique. Pas un mot à retirer. Très opérationnellement, ça veut dire que la NAP, comme d'autres, pousse à l'idée que les mutualisations de gouvernance, les regroupements de structures, est une nécessité pour aborder tous les problèmes. Concrètement, dans l'attente, ça veut dire qu'il y a des ressources nationales qui ont été déployées par l'État sur le sujet du développement durable, qui s'appellent les conseillers en transition énergie-environnement, qui sont positionnés dans les régions. Il y a 150 postes qui ont été créés à l'échelle du pays. Il y en a aujourd'hui 40 de recrutés. Je ne sais pas s'il y a des gens de Corse, par exemple, ici. Eh bien, il y a
2 conseillers en transition énergétique qui sont positionnés en Corse pour accompagner les établissements. Donc mon conseil opérationnel, c'est si vous n'êtes pas en structure et si vous ne comptez pas fusionner demain, adressez-vous à ces contacts-là et faites-vous aider. Mon deuxième conseil opérationnel, parce que vous l'avez dit, enfin c'était dans votre question, c'est par où commencer, parce qu'il faut faire attention aux discours aussi qui disent il faut tout faire maintenant, parce que c'est un côté annihilant dans l'action de se dire il faut tout commencer, parce que je le dis modestement à nouveau, j'ai été chef d'établissement médico-social et sanitaire. Moi, on m'aurait dit il faut tout commencer maintenant tout de suite, je me serais senti comme une poule avec un couteau, hein, quand même. C'est-à-dire extrêmement démuni. Donc attention aux discours de rupture annihilants qui en fait nous terrorisent et nous empêchent d'agir. Concrètement, Antoine Perrin l'a dit, le bâti, votre bâti, vos bâtiments, rationalisation, rénovation énergétique, conseil simple pour assurer une moindre consommation énergétique et puis peut-être re-questionner vos opérations d'investissement si vous en avez dans le cadre actuellement du grand plan Ségur, re-questionner peut-être vos opérations d'investissement puisque, comme l'a dit la Première ministre ou la présidente du Conseil européen, la crise, elle va durer. Hein. Donc, au-delà même des ambitions de long terme qu'on partage tous, conjoncturellement, qui est un intérêt à agir parfois plus fort, c'est triste mais c'est ainsi, la nature humaine est ainsi, conjoncturellement, la crise, elle va durer. Donc le coût de l'énergie ne va pas redescendre comme ça. Hein. Donc, le bâti. Deuxième sujet, les déplacements. Deuxième poste carbone, c'est le déplacement. Transformation de flotte automobile, gestion de vos plans de déplacement. Nous publions à l'ANAP dans quelques semaines un travail sur le verdissement de sa flotte électrique, les aides, comment s'y prendre, le niveau, comment implanter les bornes, etc., etc. Si ce sujet, si vous êtes en multisite notamment et que vous avez beaucoup de véhicules, ce sujet est important. Troisième sujet pour vos établissements, la gestion des déchets, qui est un grand poste de carbonation. Quatrième sujet, j'aurais dû peut-être commencer par là, tous vos achats. Tous vos achats, les entrants de tout ce que vous consommez qui a un impact carbone. Là-dessus, le conseil opérationnel que je peux vous donner, c'est de vous rapprocher, si vous êtes en centrale d'achat, de vos centrales d'achat, qui ont initié beaucoup des sujets en matière d'achat durable et qui seront en mesure de vous accompagner. Dernier point, sur des questions très opérationnelles, très concrètes. En matière de management et de performance durable, il faut un management durable, puisque les métiers sont éprouvants. Le domaine est éprouvant. Dans le médico-social, que ce soit le handicap ou les personnes âgées, pour les personnes âgées, les résidents vont être de plus en plus lourds, c'est un fait, puisque les résidents les moins lourds vont rester à la maison le plus longtemps possible. Et quant au handicap, effectivement, un secteur que je connais moins mais que vous connaissez bien vous, bien, la lourdeur des gens accueillis en institution est extrêmement forte. Donc, il faut du management durable. Pour cela, je pense qu'une des voies de réponse, c'est un management beaucoup plus participatif que celui auquel nous avons été habitués dans ce pays. Notre formation, la façon dont on enseigne à l'école, toute notre culture n'est pas basée énormément sur le participatif. Elle est basée sur le descendant. Que ce soit les médecins, j'ai coutume de dire que l'hôpital, je prends l'hôpital, c'est un mélange du mandarinal médical et du directorial napoléonien. Quand vous cumulez tout ça, vous voyez ce que ça donne. Je pense qu'il y a désormais matière à du participatif marqué et à des méthodes de management qui engagent plus. Donc, je n'ai pas de recette miracle, je n'ai pas dit à Faucon, mais explorer ces pistes, explorer ces sujets d'innovation collaborative, de management participatif. Et peut-être y trouverez-vous des éléments pour faire du management durable qui rendra l'exercice au travail plus durable et donc les conditions de fonctionnement plus sereines. Je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Blanc, sur l'objectif 17 de l'ONU avec cette notion de partenariat. Je crois qu'il y avait un débat sur une question de taille, qui est toujours une question de fond dans notre secteur. Est-ce qu'on n'est pas finalement un peu monolithique, médico-social, social, sanitaire? Et est-ce qu'on n'est pas un peu entre nous sur ces sujets-là? Est-ce que cet objectif 17, la focale n'est pas un peu trop réduite? Oui, moi je voudrais défendre un point de vue un petit peu différent. D'abord, j'ai passé 40 ans dans l'administration et quand je fais le bilan de ces 40 ans, je me rends compte que cette administration de l'État, elle a probablement consacré la plus grande partie de son énergie à se réorganiser. Et
il y a une perversité de l'impératif de la réforme que je trouve absolument toxique. On n'a pas cessé de nous dire réformez-vous, et à force de se réformer, on a oublié de faire ce pourquoi on était fait. Donc je me méfie des fusions, des réorganisations, etc. Je suis un grand sceptique sur ce terrain-là. Je ne conteste pas un certain nombre des arguments techniques qui plaident pour la montée, le changement d'échelle, la disposition des compétences, le levier d'action, etc. Mais s'agissant des questions de développement durable, d'empreinte écologique, d'impact, de consommation énergétique, de mobilité, etc., il y a une autre façon de changer l'échelle. C'est d'intensifier les capacités d'action collective partagée à l'échelle de son territoire. Les questions de mobilité, les questions de bâtiments, les questions d'énergie et les questions d'alimentation, on parle d'achat, hein, ça peut aussi se gérer à plusieurs secteurs sur un même territoire. Aujourd'hui, je participais cet été à l'université d'été des directeurs généraux des intercommunalités en France. C'est leur souci. L'intercommunalité est en train de devenir une échelle d'action essentielle dans la capacité à combiner la proximité et la taille critique. Sur les sujets de développement durable que je viens de rappeler, c'est peut-être là qu'il faut le plus actionner l'objectif 17, celui des partenariats. Parce que si vous avez besoin d'améliorer la performance de vos bâtiments, si vous avez besoin de transformer votre système de chauffage, si vous voulez vous inscrire dans un programme alimentaire territorial pour améliorer l'alimentation des personnes que vous hébergez, etc., il y a des coopérations et des compétences à trouver dans votre secteur, dans vos fédérations, mais il y en a aussi à trouver autour de vous. Et je partage ce que vous avez dit tout à l'heure. Les directeurs d'établissement dans votre domaine sont des gens qui ont une telle complexité à gérer, un tel portefeuille de compétences à mobiliser, ne serait-ce que pour faire leur propre métier, qu'il est extrêmement difficile pour eux de sortir de leur bureau, d'ouvrir les fenêtres et d'aller chercher des partenaires, des collaborateurs, des gens avec qui travailler en dehors du secteur professionnel. C'est extrêmement difficile. Et pourtant, sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, il me semble que c'est une part tout à fait essentielle de la démarche. Coopérer à plusieurs, quand on appartient à des métiers, à des secteurs, à des environnements institutionnels et donc à des environnements normatifs différents, ça demande le développement de méthodes et de savoir-faire qui, comme vous l'avez dit, sont extrêmement éloignés de notre culture organisationnelle et administrative. Je vais vous en donner un exemple très concret, deux exemples très concrets, puisqu'il y a eu deux mesures gouvernementales qui ont entendu favoriser la coopération territoriale entre les acteurs. Le premier, c'est les contrats de relance et de transition écologique, qui ont été lancés il y a un an par le Premier ministre de l'époque, et qui consistaient à dire, les contrats de plan, la planification, on va la faire à partir des projets de territoire, et qui a invité les acteurs locaux à construire leurs projets de territoire, et qui a invité les structures de l'État à adapter les dispositifs de politique publique aux projets de territoire. La circulaire est magnifiquement écrite, le concept est absolument révolutionnaire, la mise en œuvre a été catastrophique. Parce que les acteurs de l'administration ne savent pas faire ça. Ils n'ont juste pas la grammaire, les outils. Nous, dans le secteur associatif, on sait faire. On sait bien mieux faire qu'eux. Et ça, c'est un premier truc. Deuxième exemple du même acabit, les cités éducatives. Cité éducative, circulaire de 2019 du ministre de l'Éducation nationale, disant dans les quartiers de la politique de la ville, il faut que tous les partenaires qui contribuent au parcours éducatif des enfants se mettent autour de la table avec l'établissement scolaire pour construire une stratégie commune. La circulaire est magnifique. Ça ne marche pas parce que les acteurs n'ont pas les outils. Donc sur ce terrain-là, il y a beaucoup de difficultés, il y a pas mal d'obstacles, mais il y a une légitimité à agir en coopération avec d'autres. Cette légitimité politique est désormais très forte, il faut s'en saisir, et le secteur associatif a, en termes de savoir-faire, une longueur d'avance sur les acteurs économiques et administratifs. On vient de me montrer qu'il restait 5 minutes.
participatif. Je vous propose de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on avait déterminé. On nous avait dit, voilà, vous avez 1 heure, vous présentez, il n'y a pas de questions, donc je vous propose de sortir du cadre et de 35 minutes de questions. Il y en a plein. Je vais commencer par la première, et on se donne 5 minutes, parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi votre retour. Bonjour, donc Sylvie Grély, directrice générale du CESAP, Comité d'études, éducation, soins de personnes polyhandicapées. Si je prends un exemple très concret, avec un impact qui pourrait être rapide, parce que chacun sait que bétonner, monter des murs, ça prend du temps, surtout maintenant, et qu'on veut être au plus près de la coopération territoriale. Un exemple très simple, celui du fait d'avoir un accord sur les enfants, les adultes qui vont vers un externat quotidiennement, avec un poste de transport dont on sait qu'il est majeur et dont l'empreinte carbone, vous l'avez souligné, est majeure. On pourrait tout à fait coopérer pour dire, eh bien, ils vont au plus près de l'établissement, enfin, ils vont vers l'établissement au plus près de leur domicile. Nous sommes face à un problème, puisque, par ailleurs, il y a la liberté de choix et d'orientation. Comment sortir de cette polarité ? Ça, peut-être Antoine, c'est mieux. Moi, je ne sais pas comment sortir de cette polarité. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'a évoqué M. Blanc, effectivement, et sans doute dans votre secteur, un enjeu extrêmement important, c'est la connexion avec tout son environnement qui n'est pas forcément son environnement médico-social. Sans doute qu'un certain nombre de solutions sont liées à l'écosystème, comme on dit, autour de vous, qui pourra vous accompagner. Donc, je suis tout à la fois un fervent défenseur de la mutualisation au sein du secteur. Je pense qu'un des enjeux de développement durable, c'est aussi que le secteur médico-social s'ouvre vers toute l'économie sociale et solidaire autour de ces établissements, soit en matière d'alimentation, en matière de transport. Je pense qu'il y a là des gains importants. Maintenant, sur ce que vous venez d'évoquer, qui est un sujet très précis, là on rentre dans le domaine législatif et dans le domaine de la liberté qui a été fixée en France sur le libre choix de l'institution, de l'endroit dans lequel scolariser. Donc là, c'est vrai qu'on est sur une contrainte qui doit être peut-être évaluée, mais on rentre là dans une conférence nationale de refondation. On en pense ce qu'on en veut, mais il y a un moment où des acteurs peuvent s'exprimer, peuvent dire des choses. Les acteurs du handicap peuvent dire des choses sur la liberté d'installation versus la proximité. C'est peut-être le moment que les grandes associations du handicap, si elles partagent votre point de vue, madame, s'expriment là-dessus. Non, mais une question. Mais du coup, ce qui est très intéressant, moi, je vous avez vu, hein, c'est un peu la marque de fabrique. Je pense que vous l'avez dit, madame, l'ampleur de la crise ou des tensions sont telles qu'à chaque fois qu'on a un constat de crise, désormais, il faut proposer une solution. Parce que sinon, il y a un côté anxiogène pour nous tous qui est terriblissime. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, s'il y a des intentions de la part des grands acteurs du handicap, parce que vous avez raison, cette question est importante. S'il y a des grandes questions de cet ordre-là auprès des acteurs du handicap, c'est le moment de l'exprimer. Merci en tout cas pour cette question sur les paradoxes. On va reprendre 2 questions. Je crois qu'il y a un expert adhérent qui veut poser une question. Marc Maradour se présente, toujours pas, ancien directeur général d'une association locale qui accompagnait 3000 personnes en situation de handicap et 1700 salariés. Et aujourd'hui, je préside à la destinée de 3 sociétés coopératives d'intérêt collectif. La démarche, alors ça a été dit, le rapport Brundtland, il date de 1987. 1987. Et nous sommes encore en train de se poser la question de est-ce que le développement durable, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, c'est une urgence. Alors, le témoignage, c'est que cette démarche RSO, puisque le mot entreprise écorche certains esprits, mais en tout cas, on l'a lancé il y a 12 ans dans cette association, avec l'ensemble des parties prenantes, 5000 personnes. Et je ne l'ai jamais considéré comme une contrainte, mais plutôt comme une dynamique. On l'a inclus dans les projets d'établissement, dans les projets associatifs, et je peux vous assurer que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les administrateurs, les salariés, sont tous embarqués dans cette aventure. Donc ça, c'était le témoignage. Et en ce qui concerne les coopératives, on parle beaucoup d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, il y a des collègues qui sont dans la salle. On a monté une société coopérative d'intérêt collectif. On a 30 aujourd'hui de coopérateurs associatifs pour effectivement permettre le lien entre des employeurs et des personnes qui cherchent le boulot. Donc c'est la coopérative et small is, je ne suis pas tout à fait d'accord. Small is
C'est pas forcément beautiful, mais si, peut-être ça peut l'être. En tout cas, le modèle de coopération est aujourd'hui une façon de répondre, me semble-t-il. Alors, une question maintenant. Donnez-nous une note d'espoir pour les personnes qui ne sont pas encore lancées dans cette démarche, n'y voient pas que des contraintes, puisque sinon on n'ira pas. Pardon, je vais prendre la parole, mais moi je suis d'accord. Bien sûr, c'est en ça que je disais tout à l'heure, le discours anxiogène unique, il est annihilant pour des gestionnaires. Donc moi, mon message, c'est que il faut se saisir là pour le coup de la crise et de l'immédiateté de la crise, et que c'est un formidable levier managérial. Et que si dans chacune de vos structures, vous dites on a un agenda développement durable, on a des actions de court terme, des actions de moyen terme, de long terme, je suis sincèrement persuadé que c'est un levier d'engagement, de fidélisation et d'attractivité énorme. Tout autant que le métier de base que vous assurez de façon difficile, parce que ce sont des métiers extrêmement durs. Moi, j'en suis intimement persuadé, et que tentez-le, testez-le. Je suis persuadé que tous vos salariés, et peut-être même vos résidents, pour ceux qui seront en situation de le faire, vont adhérer à la démarche. Voilà, j'espère que c'est assez optimiste. Dernière question, au fond, pour être performant dans l'horaire. Performance horaire, ça y est. Merci. Alors, je vais être honnête, c'est pas une question, c'est un commentaire de rencontre du réel et comment aider le réel. Alors, évidemment, chacun se revendique du réel. Le mien, c'est je suis Erwan Delépine, directeur général de la page 44. Ça fait 20 ans que je travaille dans le handicap. J'étais à PF France Handicap avant, la Croix-Rouge avant. Premier constat du réel, sur la question de la finitude des ressources, j'entends quand même avec une tristesse, et je dirais même une angoisse intime, le fait qu'on découvre que les ressources sont finies. Je pense que ça fait longtemps que beaucoup de gens, de femmes, d'hommes, nous alertent sur la question des finitudes des moyens. Donc là, le monopole de la réalisation que nous vivons dans un monde fini, il n'est pas contemporain, il est ancien. Ensuite, sur la question de prendre en compte la vulnérabilité et la fragilité, notre secteur, qui s'inscrit dans son histoire la plus longue, donc le temps ancien, on va dire, ou au XXe siècle ou maintenant, c'est un secteur qui est confronté en permanence à la vulnérabilité et à la fragilité. Donc en fait, on ne découvre pas la vulnérabilité et la fragilité. Et je dirais même que demain, pour manager, c'est pas de la force qu'il nous faut, c'est de la faiblesse. C'est de comprendre notre faiblesse et notre fragilité et de nous réconcilier avec justement cette faiblesse. Troisième élément, c'est la question du management. J'entends effectivement beaucoup qu'on nous parle de management participatif dans notre secteur. Ça fait 20 ans que je manage en médico-social. J'ai vraiment pas le sentiment que nos organisations, peut-être ici ou là, mais en tout cas sont parties sur des postulats de management directif ou taylorien ou costel. Je pense que le travail avec les équipes, sans parler de clinique institutionnelle, sont justement sur l'horizontalité d'échange. Sur la question, je suis d'accord avec quelque chose, c'est que sur le sous-développement durable, effectivement, la question est presque provocatrice. Il est évident que nous sommes concernés, il est évident que nos professionnels, lorsqu'ils ont l'envie de s'engager dans le métier, évidemment c'est un tout, et évidemment qu'ils sont concernés par la question du développement durable, et j'ose dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 22 ans, on peut avoir 55 ans, 62, et avoir eu depuis longtemps cette même unicité d'engagement global. Par contre, et c'est très juste, est-ce que dans nos actions du quotidien, est-ce que le développement durable est un réflexe? Là, effectivement, c'est non. Et on le voit bien concrètement dans nos déchets de nos cuisines centrales, dans le déplacement vers l'inclusion en CESAD, où les temps pour aller vers sont à 20% des temps en voiture, empreinte carbone, pénibilité, etc. Vous parliez... donc il faut changer, évidemment. Après, je note quand même que changer, ça demande des investissements. Je note que dans le Ségur, vous avez fait allusion sur le volet handicapé, il y a eu 0 € sur l'investissement du champ du handicap, et que effectivement le dispositif que vous avez nommé des conseillers en transition énergétique en santé, CTES, sont sur une logique de diagnostic, et c'est très bien. Mais effectivement, tous les acteurs dont nous sommes nombreux viennent y aller, ça vient qu'on a un mur de la réalité qui sera effectivement le soutien à l'investissement. J'ai encore récemment une opération immobilière où lorsqu'on a proposé une chaudière au bois pour l'ensemble de l'établissement, c'était évidemment pas dans les ratios
secteur d'atterrissage finalement de programmation, peut-être pas dans 2 ans, mais en tout cas il y a encore 6 mois. Je vais être obligé de vous couper. Et je vais couper, je termine Allez, juste terminer, besoin. parce qu'après on est invité en bas. Vous avez raison, je me rappelle. Je rappelle Pifto qui nous invite à accompagner l'autodétermination des personnes, mais qui nous invite nous aussi nous-mêmes à nous autodéterminer en termes de choix de management et d'organisation. Je pense qu'il y a 2 leviers pour nous aider à nous autodéterminer. C'est effectivement nous faciliter la tâche, donc prioriser. Alors c'est un peu facile de ma part, mais est-ce que remplir des indicateurs qui mettent 3 semaines, ces indicateurs qui ne servent pas à grand chose, peut-être à la mission centrale, mais pas dans notre autodétermination, est-ce que c'est vraiment ça à prioriser? Personnellement, j'ose dire que non. Et ensuite, sur la gouvernance, je pense qu'il serait temps, effectivement, qu'on choisisse dans ce pays, sur le champ du handicap, c'est ça que je connais, entre un pilotage État ou département, et effectivement simplifier la gouvernance, cette fois publique, de notre secteur. On vous remercie beaucoup. On clôture cet atelier qui était riche, 1 heure ça passe trop vite, et je voulais vraiment remercier les 4 intervenants pour leur complémentarité.